Bonjour tout le monde. Désolé. Bonjour tout le monde, c'est Adja KR en direct chez Naledi So. Ça le fait ou pas? Oui, ça le fait. Ah. Alors pour ma petite présentation, on va commencer par les études. Ouais, ça pique un petit peu, mais bon, tranquille. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais un parcours hyper atypique. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui se sont perdus, qui se sont retrouvés. Donc moi, j'ai un niveau Master 2 en psychologie interculturelle et psychologie de l'enfant, et un diplôme en pharmacie. Donc rien à voir avec ce que je fais actuellement, et vraiment jamais j'aurais imaginé me retrouver dans l'entrepreneuriat. En tout cas, en faire une sorte de passion rémunérante, jamais je pensais pouvoir, en tout cas. Et donc j'ai un papa qui est un peu entrepreneur, on va dire qu'il a été, en tout cas avant de se mettre à la retraite, puisqu'il était styliste, modéliste, habilleur. Et donc c'est vrai que j'ai un petit peu grandi avec les tissus, tout ça, les patronages. C'est un truc qui m'était plutôt familier, et j'ai toujours aimé bien m'habiller. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis heurtée à la porte de la société, puisque quand on couvre ses cheveux en France, eh bien c'est un problème, et c'est ce qui a fait, en tout cas c'est ce qui a été la première marche, on va dire, pour que je m'intéresse à l'entrepreneuriat. La vie étant faite de rencontres aussi, j'ai rencontré des personnes qui ont fait que je me suis dit ah mais c'est peut-être possible pour moi aussi. Et du coup j'ai commencé en premier lieu avec une marque où j'achetais des produits, je les revendais. Et à un moment donné, j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemble plus, qui raconte plus quelque chose. En tout cas, j'avais besoin de m'exprimer à travers mes créations. Donc, trouver un côté un peu plus artistique, on va dire, et un sens. Et c'est comme ça qu'est née Sania. C'est une marque qui, à la base, faisait des vêtements pour hommes, enfants et femmes. Je dis à la base parce qu'on en fait toujours un peu, mais on fait beaucoup plus de produits pour femmes, et notamment du bijou et du textile. Mais ce n'est pas que ça. C'est une marque qui raconte un petit peu à travers les créations l'histoire de l'Afrique, mais aussi l'histoire de l'immigration. Donc en gros, on va dire que Sania est une marque, ce qu'on appelle une marque engagée, même si j'aime pas dire trop ça en 2023, parce que tout le monde est devenu une marque engagée. Mais j'estime que depuis notre création, c'est-à-dire depuis 7 ans, depuis le début, en fait, on a toujours été assez engagés, et on essaye de l'être un peu plus chaque jour. Voilà ce que c'est Sania. La première épreuve, si tu me demandes de parler d'une épreuve que j'ai avec Sania, je vais te parler tout de suite de mes fournisseurs. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Oui, je pense. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui me connaissent pas du tout, je fais faire la majorité de mes produits en Côte d'Ivoire, et je vis en France. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu. Le truc, c'est que je pense qu'on ne manage pas une équipe de la même façon quand on vit en France, ou quand on a une équipe française, et quand on a une équipe en Afrique. Je m'explique. J'ai dû m'adapter en fait à une façon de travailler, une façon de m'exprimer aussi sur les délais, etc. Si tu dis j'ai besoin du truc dans 48 heures, t'arrives dans 48 heures, ça ne sera pas fait. Donc j'ai dû m'adapter. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir m'installer petit à petit en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas du tout possible avant, puisque le but de mon projet, Sania, ça a été après d'ouvrir une école, donc pour pouvoir former des jeunes au métier, donc la maroquinerie, les stylistes, modélistes, coupeurs, voilà, ce serait bien de pouvoir faire ça. Et là, ce projet prend de plus en plus forme, donc je pense que l'épreuve des problèmes avec les fournisseurs, ça m'a permis de me dire que voilà, je vais m'adapter. Ça m'a permis de m'adapter beaucoup plus et de connaître un peu plus le terrain, et de me dire potentiellement, je pense que je suis prête à aller travailler en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est l'une des épreuves, mais je suis tout le temps dans cette épreuve-là. Je pense que tous les créateurs. Alors, ce qui se passe, c'est que un exemple tout simple. Quand je fais des vêtements, en général, le circuit est assez complexe puisque ça se fait à distance. Donc le prototype, je le fais faire en France, et ensuite je fais partir le prototype de la France jusqu'à Abidjan, et ensuite ce que je demande, c'est qu'on reproduise juste le produit.
Donc je vais jusqu'à envoyer le prototype, le tissu, etc. Il faut juste reproduire. Ça, c'est pour le textile. Pour la maroquinerie, c'est de la création à 100% locale. Ça veut dire que je vais juste expliquer ce que je veux, soit envoyer des dessins, soit dire je veux ça, mais ça, je veux que ça soit changé comme ça, je veux ça dans tel tissu, dans tel cuir. Et parfois, le cuir, moi-même, je vais le fournir, puisque je préfère d'avoir touché la matière avant qu'elle n'arrive. Et aussi, au niveau du coloris, des choix, je préfère. Parce que ça aussi, il y a eu des soucis sur les coloris. Ce que je trouve beau, moi, n'est pas toujours ce qu'ils trouvent beau eux, et donc on n'a pas toujours les mêmes goûts, et ça aussi je l'ai appris à mes dépens. Donc du coup généralement c'est fait de va-et-vient comme ça, et très souvent là le dernier truc en date c'est que j'ai commandé un sac bien fait, etc. Je lui ai dit voilà, t'as tel délai pour me faire le sac, je veux ça, donc j'ai bien détaillé et tout, mais là pour le coup j'étais sur place, j'étais sur Abidjan, c'est pas genre j'étais à Paris, j'étais à Abidjan. Et je dis voilà, je veux ce sac là. Et t'as 48 heures pour me faire ce sac-là. Sachant que j'avais beaucoup plus de temps, en vrai, j'allais pas venir au bout de 48 heures. Puisque quand tu dis 48 heures, au final, il faut entendre une semaine. Même s'ils vont le faire en 48 heures. Parce qu'ils pensent vraiment que tu vas venir. Donc du coup, j'ai laissé couler et tout. Je suis venue, le sac n'avait rien à voir avec le prototype. Mais vraiment rien à voir. C'est-à-dire que ça soit les coloris utilisés, que ça soit les matières utilisées, rien n'était bon. Donc c'est ce genre de problème auquel je suis confrontée quotidiennement. Ça peut être ça, au niveau du textile, ça peut être au niveau des tailles. C'est-à-dire que je vais acheter du tissu, je vais dire je veux ça dans telle taille en S, M, L, XL, etc. Il faut tout prototyper, et même avec un prototype, il y a des poches qui vont disparaître, il y en a qui apparaissent, des boutons qui disparaissent, etc., etc. Donc il faut être vraiment, je suis devenue maniaque, c'est-à-dire que maintenant je joue au jeu des 7 erreurs. À chaque fois que je reçois de la marchandise, ou à chaque fois que je vais récupérer de la marchandise, c'est bien parce que du coup ça fait augmenter l'exigence aussi, mais c'est épuisant. Donc ça c'est l'épreuve, celle-ci, ça va être cette épreuve-là. Après, tu as des collections aussi, ou des produits plutôt que des collections entières, où je me suis dit ça va marcher. Et en fait, pas du tout. Bide total. Mais vraiment, genre le produit, personne ne regarde ce produit sur le site, les gens veulent tout sauf ce produit. J'ai déjà été aussi confrontée à ce genre de problématique. Après, voilà, tu soldes, voilà, c'est ça. On va dire c'était ça l'épreuve. Donc j'ai pas eu d'issue ou j'ai pas tiré d'apprentissage de ça, à part que le client finalement, il est très en fait, tu sais pas. Tu sais jamais ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et quand bien même il y a des produits, tu dis c'est sûr, ça va marcher, ça va péter, c'est clair et net et tout. Tu ne sais pas comment le produit va être reçu. Donc après ça c'est le mystère aussi on va dire du terrain. Et après il y a eu aussi j'ai eu un de mes artisans, sa femme elle avait perdu son bébé, et du coup toutes les commandes et tout elles ont été bloquées pendant je sais plus combien de temps, ça remonte un petit peu. Mais j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, j'ai été totalement transparente avec les clientes. Dans la communication, on a dit que voilà, que Adamo, voilà, sa femme elle est décédée. Enfin, sa femme est décédée. Starfall, c'est pas sa femme qui est décédée, mais sa femme a perdu son bébé. Et en fait, c'était sa femme qui faisait les turbans. Et du coup, qu'il y allait pas avoir de turban, alors que c'était le produit, genre tout le monde voulait des turbans à ce moment-là. Et j'ai dû m'exprimer et dire ce qu'il en était réellement, c'est-à-dire que voilà que malheureusement la personne avec qui je travaille, qui est Adamo, sa femme a perdu son bébé, et donc du coup il y aura pas en fait de turban. Et au départ en fait je vais pas dire que égoïstement je me disais punaise je vais pas pouvoir et tout vendre des turbans, etc. et tout. Et au final ce que je me suis dit c'est que écoute, joue carte sur table. Arrive à un moment, c'est une entreprise à taille humaine. Ça veut dire qu'on est une toute petite entreprise. S'il y a un truc, genre un des membres de l'équipe, il lui arrive quelque chose ou quoi, forcément, ça aura un impact sur les ventes, surtout sur les produits, sur l'arrivée des produits, etc. Donc, autant être transparente et dire directement au client, voilà ce qui se passe. Être vraiment transparente à 100% et dire voilà ce qui se passe. Il y a un truc tragique en fait qui se passe.
Et au départ, enfin, quand j'en ai parlé à des copines, parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout de community manager, il y avait pas de tout ça. Donc c'était moi qui étais derrière la com et je disais bah écoutez, j'ai envie de dire en fait aux clients bah qu'il y aura pas de turban parce que voilà, il y a eu un truc tragique tout ça. Et enfin j'ai pas mal de copines qui m'ont dit non, tu devrais pas et tout nanana. Au final, j'ai suivi mon instinct. J'ai dit écoute, c'est une entreprise moi Sania telle que je perçois cette entreprise là en tout cas, on a toujours été transparent. On a toujours expliqué réellement ce qu'il en était. C'est pas aujourd'hui genre on va changer parce qu'il y a un truc. Donc j'ai dit autant le dire et je l'ai dit. Et honnêtement j'ai été agréablement surprise parce que ça a été super bien reçu par les clientes. Genre je sais plus si j'avais fait une vente des précommandes ou un truc comme ça, mais je me souviens qu'il y avait une attente de fou sur ce produit. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y avait de l'attente. Je me souviens plus. Mais je me souviens qu'il y avait vraiment un sentiment de culpabilité de mon côté qui a été totalement levé une fois que j'ai dit vraiment ce qui s'était passé. Donc ce que j'en ai appris, c'est que en fait, des fois dans la vie, faut être transparent en fait, faut dire clairement ce qu'il en est. Et même au client en fait, le client préfère être dans les coulisses, savoir ce qui se passe réellement que on lui mente, on lui tourne autour en lui disant non, ceci, cela, etc. Et là vraiment ça a été une grosse un apprentissage de ouf que j'ai fait et de ma clientèle et sur moi-même parce que je me suis dit en fait j'étais là à me prendre la tête à mettre la rate au courbouillon alors qu'en fait voilà il suffisait juste de dire ce qu'il en était réellement et qu'il y avait un truc tragique et que du coup bah on peut pas faire autrement quoi, on va pas lui demander d'aller travailler alors que voilà. Donc j'ai été très contente de voir en fait comment ça a été, pas du tout de ce qui s'est passé parce que c'est triste, mais de voir que dans cet événement triste en fait on a pu voir le visage de nos clients et les clients sont vraiment sympas chez Sania. Donc voilà. Alors par rapport à Popstar, ça c'est on m'a pas trop renvoyé à cette image là sur ma marque, mais de moi-même en fait pendant longtemps je voulais pas qu'on voit. Si je me suis dit, si on voit, tout de suite, on va parler de Popstar, ça va être mélangé, ça va être truc. Donc, au départ, je voulais pas me montrer. Je me suis dit, bah là, tu te montres pas, comme ça, en fait, il y avait vraiment la volonté qu'on ne sache pas que c'était moi. Genre, j'étais vraiment dans un truc où je voulais pas qu'on sache que c'est moi. C'était important pour moi, en fait, de propulser ma marque et de l'amener là où elle est aujourd'hui, sans dire, ah, c'est Adja, j'ai fait Popstar, j'ai fait truc, sans utiliser ce truc-là, en fait. Parce que je me disais en fait c'est entre guillemets c'est trop facile. Au final t'as des gens qui vont venir parce qu'ils sont curieux. C'est pas forcément le produit en fait qui va appeler les gens et j'avais vraiment envie de mettre le produit au centre et pas moi. C'est pour ça que c'est très récent que on voit ma tête un peu partout sur le truc de la marque. Mais bon ça c'est vraiment parce que en réalité on a fait un petit shooting à la maison faute de modèle et puis de temps surtout. Mais oui, c'est vrai que ça a été pas une épreuve, mais c'était moi personnellement qui n'avais pas forcément envie. En revanche, une des épreuves que j'ai et que j'ai toujours, enfin dans laquelle je suis toujours, mais où j'ai su me détacher un petit peu du truc, les réseaux sociaux, l'algorithme, Instagram, parlons-en. Non, mais franchement, aujourd'hui, je crois qu'on est suivi par 18 000 personnes, 18 000 et quelques personnes. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que bon, comme je l'ai dit, je gérais la com. C'était hyper frustrant. Tu prends ton temps, faire des trucs, des machins et tout. Au final, tu postes. Il y a quelques pèlerins qui passent par là. T'as vraiment l'impression que c'est des pèlerins qui passent, qui se disent oh c'est mignon, ils cliquent j'aime. Et au final, plus personne ne voit en fait tes publications. Du coup, au départ, je me suis dit bon comment je fais et tout, machin truc. J'ai une amie qui était dans la com, donc je lui en parle. Elle me dit oui, tranquille, ça doit être l'algorithme, etc. Tu devrais faire plus ça, plus ça. Bon bref, elle me parle de ce que je devrais faire et tout, mais ça reste toujours frustrant. Je me dis non. Et en fait, je fais une fixette sur Instagram, alors même que je fais toujours des ventes,
Mais le fait que l'Instagram, pour moi, c'était vraiment la vitrine, entre guillemets, quelque part, c'est tellement important, Instagram, l'image de la marque, etc. Je faisais une fixette sur ça. Je disais, non, mais il n'y a pas assez de likes, etc. On va faire des concours, on va faire ci, on va faire ça, on va dire à un tel de partager. Enfin bref, c'était toute une... Et puis, à un moment donné, j'ai travaillé avec une agence de com qui m'a dit, mais en fait, calmos. Déjà, ce que tu vas faire, tu vas créer ton compte Instagram perso. Ensuite, nous, on va gérer la page pro. Et puis déjà, là, on va commencer à voir quelle est la raison pour laquelle les gens sont sur ton réseau Instagram. Parce qu'on va voir le nombre de personnes qui vont aller sur ton compte perso et le nombre de personnes qui vont rester sur le compte pro. On va essayer de détacher les deux. Et du coup, moi, ça m'a permis de me dire, bon, vas-y, c'est pas grave, ça marche pas. De toute façon, tant qu'il y a des ventes. En vrai, voilà. Et donc, maintenant, on utilise un peu plus la newsletter que Instagram. Donc ça, c'était une épreuve quand même. Mais je pense que c'est l'épreuve que tout le monde traverse, malheureusement. Donc Instagram, essayez de montrer à nos clients nos posts parce que c'est malheureux, c'est triste, c'est horrible. Voilà. Avant, la marque s'appelait Le Pagne de Sania. Sauf que l'historique de la marque, les gens n'arrivaient pas à comprendre c'était quoi. Parce que je m'appelle pas Sania, je m'appelle Adja. Pourquoi la marque s'appelle Sania? Point d'interrogation. En fait, Sania, c'est ma mère. Et Le Pagne de Sania, pourquoi ça avait été appelé comme ça? Parce que c'était en référence au pagne que les mamans mettent au dos. Évidemment, c'était moi le bébé qui était au dos, donc. Et vu que notre but, c'était de proposer une vision, à l'époque, on disait du monde parce qu'on avait des chevilles comme ça. Mais non, on disait une vision, en tout cas, de certaines choses, et notamment de l'Afrique, puisque je vous l'ai dit, on raconte un petit peu l'histoire de l'Afrique avec notre prisme à nous, qui est un prisme quand même assez différent de celui qu'on avait auparavant, auquel en tout cas on est habitué. Et du coup, c'est pour ça que la marque s'appelait Le Pagne de Sania, donc en référence au pagne de ma maman. Sauf que c'était trop dur à raconter. La majorité des clients, ils savaient même pas. Et puis très souvent, quand je disais j'ai une marque, les gens se disaient ah tu fais du wax hein. Et en fait ça, vraiment ça m'a fatiguée. Parce que le fait d'être associé forcément à la matière wax, parce qu'il faut savoir que Sania on s'est développé en 2013-2014 par là, même peut-être 2013-2014. Donc c'était vraiment les prémices, ou en tout cas c'était la période d'ashiki. C'était la période d'ashiki quand on est arrivé. Et du coup, c'est vrai que ça a pété quoi, c'est là où ça a pété le wax, tout ça, machin. Et donc dès qu'on voyait créatrice noire, c'était directement le wax. Donc à un moment, j'ai dit non parce qu'on va pas faire que ça et on ne doit pas être limité que à ça. Parce que demain, ça veut dire que demain si j'ai envie de faire un truc et qu'il n'y a pas de wax, je me dirais ah non parce que le pagne de Sania c'est pas cohérent, donc du coup je suis obligée. Et surtout que moi dans le nom, le pagne ne faisait pas du tout référence au tissu en tant que tel, mais plus à la symbolique du pagne maternel. C'était difficile parce que quand t'as appelé ton site Le Pagne de Sania, tes étiquettes c'est tous Le Pagne de Sania, tout est Le Pagne de Sania. Te dire que vas-y, va falloir qu'on change de nom pour épurer le truc et pour que ce soit, on va dire plus abstrait, plus une marque. Et puis en plus c'est long, Le Pagne de Sania, etc. Même si à l'époque je disais oui, mais il y a Yves Saint Laurent aussi c'est long, etc. Et donc du coup peut-être qu'un jour nous aussi on aura ce niveau. On espère toujours. Et c'était difficile à changer, mais au final maintenant c'est bon. Les gens savent que c'est Sania et puis Le Pagne de Sania. Et donc ça c'était quand même une petite épreuve de changer de nom. Tu te détaches un petit peu de ce qui est important, de l'essence de la marque. Parce que si t'appelles juste Sania, tu dis ouais c'est ma mère, c'est facile. T'as vu, t'es Afrique de l'Ouest, tu connais, t'as un bébé, tu l'appelles le nom de ta mère. Ah, dans un certain sens, ton entreprise c'est ton bébé, donc tu donnes le nom de ta mère. Donc c'est une symbolique qui est moins forte que quand tu dis Le Pagne de Sania, parce que vraiment, là quand t'expliques, on comprend. On comprend toute la marque, toute la genèse de la marque, etc. Quand tu dis juste Sania et qu'on te demande c'est qui Sania, ah c'est ma mère, ah d'accord, ok. Bon, tu vois. C'est moins... Donc mais c'était nécessaire. Je pense que c'était vraiment... Après j'avais réfléchi à d'autres trucs et tout, mais c'était trop long, c'était trop... Donc je me suis dit Sania c'est très bien. C'est très rapide, faut trouver juste un petit truc graphique, voilà, qui permet de reconnaître la marque et c'est tout, tu vois. Si j'avais des conseils vraiment à donner
à des entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà là ou quoi, ok, premier conseil que je vais donner, c'est se faire aider. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je croyais que je pouvais tout faire. C'est-à-dire, je peux faire la com, je peux faire les commandes, je peux faire tout, en fait. Pour moi, je pouvais tout faire. Et il y avait que moi qui savais bien faire. Donc déjà, ça, là, il faut se soigner. Il faut se soigner tout de suite. Parce qu'au final, vous allez vous fatiguer et à vouloir tout faire. Ben, en fait, tout sera fait, certes, mais tout sera pas fait à 100%. C'est-à-dire, ça sera fait à 80, ça sera fait à 20, ça sera fait à 10, etc., etc. Tout sera pas fait à 100%. Donc, moi, c'est un conseil à donner. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un, là, je donne des conseils comme si je me les donnais à moi-même. En tout cas, je réponds à cette question, comme si c'était les choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise. Donc, en gros, vraiment, ne pas hésiter soit à demander de l'aide, ou alors tout simplement à passer la main à d'autres personnes, à d'autres professionnels pour certaines choses. Ça coûte un peu d'argent, mais je trouve que ça fait rentrer aussi pas mal d'argent parce que du coup, ça permet d'avoir l'esprit plus tranquille, de réfléchir à d'autres choses et de s'occuper à des choses qui, effectivement, il y a que nous qui pouvons faire ces choses-là. Donc il y a ça. Et d'un point de vue aussi privé, personnel, ça permet aussi d'avoir plus de temps pour ses enfants, pour son conjoint, pour ses copines, etc. Tant qu'on n'a pas, si on se dit je peux tout faire, je vais tout faire, etc. Ça fait faire des journées à rallonge et du coup voilà, on passe à côté de l'essentiel, on va dire. Donc ça c'est le premier conseil. Autre conseil que je pourrais donner, moi très souvent quand je travaille sur une nouvelle collection, je ne regarde plus du tout les pages mode, plus de site internet, plus de rien pendant un bon laps de temps pour en fait juste j'appelle ça la désensibilisation. Mais ça permet en fait de se sortir un petit peu de ce qu'on a pu voir, de ce qui existe déjà, de ce qu'on aime bien, etc. Ça permet de faire le tri, parce que des fois on a plein d'idées mélangées, etc. Ça permet de faire le tri et je trouve que ça donne quand même un bon résultat à la fin. Voilà, ça permet de faire le vide. J'essaye de reset, on va dire. Voilà. Donc pour les personnes qui sont dans la mode, peut-être faire un temps comme ça de reset, où c'est un temps de réflexion sur ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas vu. Voilà, et qu'on n'a pas vu. Et pendant ce temps-là, on va pas regarder un tel il fait ça, l'autre il fait ça, l'autre il fait ci. On essaye s'il faut mettre en sourdine les comptes, on les met en sourdine, etc. Mais bon, voilà, on essaye de faire le reset. Alors ça, c'est un conseil que j'ai toujours, que j'applique personnellement. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, on le sait. Donc il faut avoir une cible et puis la garder. C'est-à-dire que après la cible peut évoluer, on peut être aussi sur une évolution, mais c'est bien d'avoir une cible parce que très souvent l'appât du gain, notamment dans les temps qui courent actuellement, fait que on se dit bah tiens, je peux avoir plus de clients, donc du coup voilà, je vais faire une com comme ci, je vais faire ça, je vais faire ci, et puis au final effectivement il y aura beaucoup de clients, mais ça sera pas forcément qualitatif. Donc je préfère rester sur un truc qualitatif que sur de la quantité. Dans mon cas, ça fonctionne. Pourtant, on n'est pas sur un positionnement forcément luxe. On est sur un positionnement moyenne gamme et encore début de moyenne gamme, on va dire. Et je préfère ça. Je préfère. J'ai pas de produit où on fait plus de 100 pièces. Ça n'existe pas. Et donc, je trouve que c'est mieux parce que ça permet d'avoir. Ça reste à taille humaine. Ça permet d'avoir des échanges, etc. Maintenant, demain, si l'équipe grandit de ouf et tout. Pourquoi pas voir et tout, mais tant qu'on est une équipe de moins de 10 personnes et tout, bah il faut rester sur un truc à taille humaine qui est gérable à taille humaine, etc. Ne soyez pas trop gourmand. Ne demandez pas à vos amis. Non, ça sert à rien. En tout cas, des amis qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ça ne sert à rien de leur poser des questions telles que « Tu penses que je mets ça à tel prix ?» Ils vont vous répondre une question, ils vont vous donner des réponses, vous allez être totalement dépité. Aujourd'hui, moi, je suis plus confrontée à ça parce que j'ai eu le temps d'éduquer et tout mes proches, mais vraiment sur tout ce qui touche en tout cas à la sphère entrepreneuriale, si vous avez des amis qui sont pas du tout, mais qui ont pas du tout un pied là-dedans, ça sert à rien de leur parler de vos trucs, de ce que vous imaginez, de comment, parce que finalement
alors c'est des personnes voilà qui ont envie de bien faire, parce que souvent quand même j'imagine qu'on a un entourage quand même plutôt positif, mais ça peut très vite, ça peut malheureusement dégoûter entre guillemets, ou alors ça parce que très souvent on a un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je peux mettre ce truc à ce prix-là, est-ce que ça vaut ce prix-là, etc. Et je parle beaucoup du prix parce que ça reste quand même central dans notre activité. La formation du prix, c'est pas un truc à prendre à la légère. Il existe plusieurs prix sur un seul produit. Vous allez aller voir, tel produit il est vendu tant. Et il faut savoir mettre, on va dire, le juste prix pour le travail qui a été fourni, pour tout ça. Et donc voilà, moi je dirais, les amis c'est bien, mais dans l'entrepreneuriat peut-être plutôt se faire confiance finalement à d'autres entrepreneurs, parce que moi je trouve que les autres entrepreneurs sont aussi très ouverts. En tout cas, il y en a plein qui sont très ouverts et qui sont disponibles pour répondre à des questions. Bien sûr, ne venez pas leur demander qui sont leurs fournisseurs. Faut pas non plus abuser. En tout cas, il y en a qui les donnent. Il y en a qui les donnent. Mais certaines questions restent quand même des questions assez privées, ou alors les gens vont se dire que c'est pas forcément des questions à poser, etc. Mais par contre, sur tout ce qui va être la formation du prix ou des avis ou ce genre de choses, faut pas hésiter à solliciter des entrepreneuses comme vous, dans le même secteur ou pas dans le même secteur. Je pense que déjà le mindset est déjà assez différent. Étoile, je dirais star. Donc star qui brille. Ouais, si tu me dis étoile, je pense à ça. Je pense aux stars. Et une star, ça brille toujours. Est-ce que je suis une star? Non, je suis pas une star. Non, je suis pas une star. Je suis pas une étoile. Bah si, maintenant vu que t'es passée dans la Nike. Oui, maintenant je suis passée dans la Nike, donc je suis une étoile, mais quand même. En temps normal, non, je suis une personne lambda, quoi. Voilà. Mais je suis contente d'être passée chez Naedi, et là je pourrais dire que je suis de la team Naedi et que je suis une étoile maintenant. Voilà. Le mot de la fin, merci. Merci à Naedi de m'avoir invitée, c'était un plaisir. Alors, le site internet c'est Sanya, SANY2A.africa ou .net. Et les réseaux, c'est pareil, c'est Sanya, SANY2A.africa. Voilà. Et puis moi, mon compte perso, c'est Hadjaker, HADJAKR. Mais bon, rien à voir avec le compte pro. Il y a plein de choses à y voir. Donc, si vous voulez connaître des choses sur la marque, faut aller sur sanya.africa. Je crois que c'est le plus important.